Bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui le 4 décembre. Et le 4 décembre, c'est la Sainte Barbe. Mais du coup, la Sainte Barbe, c'est quoi? C'est la sainte patronne des mineurs, mais également de pas mal d'autres professions, mais les mineurs sont une des plus connues, et comme je travaille moi-même sur l'histoire des mines, je m'intéresse particulièrement à cet aspect. D'abord, du coup, Sainte Barbe, c'était qui? C'était une sainte martyre chrétienne qui était donc la fille d'un païen, qui va se convertir au christianisme, être très pieuse, et ça va déplaire à son père, qui va la faire supplicier pour lui faire abjurer sa religion. Elle va refuser, mourir de son supplice, et son père sera foudroyé par Dieu pour le punir de ce qu'il a fait subir à sa fille. Alors, il existe plusieurs versions de cette légende, plusieurs versions différentes, mais globalement, ça tourne autour de ça. C'est inspiré probablement d'histoires vraies de martyrs, parce qu'on est une époque où, en effet, il y a pas mal de chrétiens qui subissent des persécutions dans l'Empire romain, donc ça se passe ça au IIIe siècle, et ça serait arrivé, du coup, un 4 décembre, du coup, d'où l'attribution de cette fête au 4 décembre. Donc, du fait de son supplice, où elle va notamment avoir été brûlée, elle va être associée au feu, mais également à la foudre qui l'a vengée, et globalement, du coup, elle va être vue comme une protectrice de tout ce qui peut exploser, de tout ce qui est feu, de tout ce qui est foudre et électricité. Alors, les mineurs, qui peuvent être exposés au risque d'accident avec les coups de grisou et les coups de poussière, mais également au risque d'incendie, vont la reprendre du coup comme sainte protectrice. Et ça va être également le cas qui fait que Sainte Barbe est la patronne de plus de monde que le PDG d'une multinationale. Mais les mineurs sont une profession qui vont particulièrement du coup la voir. Elle est assez populaire depuis longtemps. Déjà au Moyen-Âge, il y avait des spectacles qui représentaient son histoire, et notamment en Lorraine, où il y avait des parois, des églises à son nom. Et notamment à côté de Metz, il y a pas mal d'artilleurs qui vont y être présents. Il y a des artilleurs italiens qui vont venir et ils pratiquaient pas mal du coup le culte de la Sainte Barbe. Il y aura également une école du génie militaire où il y aura pas mal d'artilleurs qui célèbrent la Sainte Barbe. Et il y a un sanctuaire aussi qui lui est dédié à côté de la ville, qui va être un lieu de pèlerinage assez important jusqu'à la Révolution française. Après la Révolution française, du coup, les clercs en sont chassés et le lieu de pèlerinage périclite. Et du coup, en Lorraine, c'est une des régions où l'activité minière va se développer. Au début du 19e siècle, donc en 1820, il y a la première concession royale, et ça prend son essor progressivement, et les mineurs prennent des saints protecteurs. Parce que comme je l'ai dit, c'est une profession qui est exposée à beaucoup de dangers. Risque d'explosion, oui. Risque d'incendie, oui. Mais également les éboulements, les inondations, plus les maladies. Donc, face à tous ces dangers, c'est pas étonnant qu'ils cherchent des protections plus ou moins symboliques, auxquelles ils croient plus ou moins, mais ça coûte rien d'avoir ça pour se protéger. Et donc la Sainte Barbe, c'est l'une parmi d'autres au début, et progressivement, elle va s'imposer, notamment parce qu'il y a des mineurs allemands chez qui elle est très importante, qui vont venir travailler dans les mines lorraines, et donc la Sainte Barbe s'impose, et c'est ainsi qu'en Lorraine, puis dans l'ensemble des bassins miniers, donc dans le Nord-Pas-de-Calais, mais également bassin du Midi, bassin de Saint-Étienne, les petites mines isolées d'Auvergne, notamment à Champagnac, la fête de la Sainte Barbe, se pratiquait. Et encore aujourd'hui, il y a une cérémonie tous les 4 décembre en mémoire des mineurs. Du coup, comment cette cérémonie se passait? Alors déjà, elle était précédée de ce qu'on appelle les longues coupes, qui étaient des semaines où on travaillait plus longtemps, plus intensément, pour du coup bénéficier des primes de production et mettre de l'argent de côté pour cette journée de fête, durant laquelle on mangeait, on buvait, des grands festins, qu'il fallait forcément la financer en partie. Il y avait également des balles, on faisait de la musique, des jeux, ça pouvait être les courses de pigeons qui étaient assez populaires chez les mineurs. Ça pouvait être aussi l'occasion de prendre des chevaux, des écuries de surface et les promener dans la ville, de faire des cortèges. Les fanfares pouvaient du coup passer dans les villes aussi pour jouer de la musique, on pouvait faire jouer les équipes de foot. Bref, c'était un grand moment de festivité. C'était aussi un moment, en tout cas au début, assez religieux, parce que c'était lié à une sainte. Donc il y avait des offices religieux, donc souvent le matin on allait à l'office religieux, puis le midi on faisait le grand repas collectif. Il y avait également au début du coup les compagnies minières y participaient à ces fêtes, alors elles acceptaient du coup que les mineurs ne travaillent pas le 4 décembre pour faire la fête. Alors parfois elles payaient même les mineurs ce jour-là, parfois non. Il faudra attendre en 1946 pour que ça soit du coup après la nationalisation des mines reconnu comme un jour férié officiel des mineurs et que tous soient payés ce jour-là. Les compagnies minières pouvaient aussi participer au financement des festivités, du repas. Parfois, du coup, c'était un grand repas où tout le personnel était réuni, y compris la direction de la mine. Donc, c'était la seule fois où tout le monde mangeait ensemble, du galibot au directeur. Mais parfois, c'était plutôt des repas familiaux où on réunissait tous les membres de la famille élargie. Et donc, il y avait plusieurs repas comme ça dans les cités minières. C'était aussi des moments de rendre hommage aux mineurs morts. Mais progressivement, les syndicats vont s'imposer dans le monde minier et un peu reprendre la main sur cette fête. Déjà en la laïcisant, mais également sur l'aspect de l'hommage aux mineurs qui a jusqu'à présent impliqué l'ensemble du coup de la direction. La direction des mines participait à rendre hommage aux mineurs, elle donnait aussi des cadeaux aux familles des victimes ainsi qu'aux mineurs les plus méritants.
Et après, progressivement, les syndicats vont quand même rappeler que la direction de la mine a souvent une part de responsabilité dans les accidents, en faisant des économies sur la sécurité, ou alors en ne payant pas assez les mineurs pour qu'ils soient obligés de produire plus pour avoir assez pour vivre. Or, les travaux de sécurité sont des travaux improductifs. Ils ne rapportent rien en prime de production. Et donc, si les mineurs ne sont pas assez payés, ils vont être encouragés à moins jouer sur la sécurité et plus produire à tout prix. Donc, plus d'accidents. Donc, les syndicats vont rappeler cette réalité. Et donc, ça va être aussi des moments, notamment là où c'est des syndicats plus à gauche, socialistes, communistes, aussi des moments de dire il faut des mesures de sécurité, ça va être des moments de revendication, c'est des moments où on dit voilà, on veut des salaires plus élevés, on veut moins de temps de travail, notamment dans les chantiers dangereux, etc. Donc la fête évolue. Alors ça dépend des bassins miniers, c'est le cas là où il y a des partis communistes et des CGT très implantés, dans le Nord-Pas-de-Calais notamment, mais voilà, ça dépend des endroits. Mais il y a ces évolutions-là dans cette fête qui deviennent une fête moins religieuse, mais surtout une fête sociale et une fête populaire chez les mineurs, et qui, comme je vous l'ai dit, dans pas mal d'endroits, reste une journée dans les anciens bassins miniers qui est fêtée. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si vous-même vous êtes dans un ancien bassin minier, n'hésitez pas du coup à dire ce que vous vous rappelez, ce que vous savez des fêtes de la Sainte-Barbe chez vous. S'il y a encore des festivités ce jour-là en hommage aux mineurs, n'hésitez pas aussi à dire ce que vous en savez. Ça sera peut-être l'occasion par la suite de faire un tour d'horizon des différentes particularités locales dont vous nous aurez parlé. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde. Alors, avant de terminer, de conclure cette vidéo, pour ceux qui sont encore là, j'ai un petit message à vous annoncer. Alors, j'ai déjà annoncé, mais je profite du coup de ces vidéos qui sont regardées forcément par plus de monde qu'une juste une annonce vidéo. J'ai écrit un livre sur du coup la mine de Champagnac, qui est une mine de charbon dans le Cantal, qui est l'objet du mémoire d'histoire que j'ai réalisé, que j'ai soutenu à Clermont-Ferrand. Et j'ai adapté une partie de ce mémoire en livre portant sur la fermeture de la mine, la reconversion du territoire, avec et les raisons de la fermeture, avec des points du coup nationaux, du coup sur le contexte aussi national du charbon en France, et des comparaisons avec d'autres reconversions de bassins miniers, et certains éléments qu'on retrouve dans la reconversion du coup du bassin minier de Champagnac, qu'on retrouve ailleurs. Donc ça peut être intéressant aussi, non seulement si vous êtes du coin, mais si l'histoire minière est quelque chose qui vous intéresse, ce livre peut vous intéresser éventuellement. Donc il s'appelle Quand la mine s'arrête. Vous pouvez éventuellement du coup le demander en librairie. Alors c'est de l'auto-édition, donc les librairies n'ont pas forcément, mais vous pouvez du coup leur en parler pour qu'elles le commandent, comme contact du coup sur Histoire d'apprendre, et je pourrais leur envoyer. Sinon, il est également disponible en ligne, notamment sur le site Bookilis, mais j'encourage quand même plutôt l'achat en librairie si possible. Donc voilà, je vous mettrai comme le lien au cas où, mais dans l'idéal qu'une librairie me le commande. Si vous êtes du coup plutôt autour du Cantal-Corrèze, là vous avez des chances d'avoir des librairies qui l'ont déjà, puisque du coup j'en ai déposé dans plusieurs librairies et médiathèques. Donc là aussi, n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin, vous passez dans le coin, à aller directement voir. Donc voilà, j'ai terminé avec cette petite annonce de fin de vidéo. Au revoir tout le monde.